Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez pour ce petit retard. Merci d'avoir répondu à notre appel et d'être venus aussi nombreux à cette conférence de Pierre Rabhi. Nous organisons régulièrement des conférences chez Raconte-moi la Terre. Il y a souvent beaucoup de monde, mais évidemment là, 500 personnes, c'est comme une sorte de record. Je pense d'ailleurs que si la capacité de la salle avait été de 1000 places, étant donné le nombre très important de demandes que nous n'avons malheureusement pu satisfaire, nous l'aurions rempli également. Donc merci à vous, cela nous fait très plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, et surtout pour une aussi belle cause que celle défendue par Pierre Rabhi. Évidemment, un immense merci à Pierre d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un grand honneur qu'il nous fait. Je discutais avec Caroline, son assistante. Il faut savoir que chaque année, il reçoit entre 300 et 350 demandes de conférences et il n'en fait que entre 20 et 30 par an. Donc c'est vous dire s'il est demandé et c'est vous dire si on a de la chance de l'avoir avec nous ce soir. Donc merci beaucoup, Pierre. Et merci à Caroline, qui est au fond de la salle, son assistante, d'avoir favorisé cette rencontre et de l'avoir préparée avec moi. Merci Caroline. Parmi les multiples motivations qui m'ont conduit à créer Raconte-moi la Terre il y a 15 ans, il y avait l'idée que, en favorisant, au travers du voyage, les échanges et les rencontres avec les autres cultures du monde, on participerait, à notre façon, à l'élaboration d'un monde plus fraternel. Évidemment, 15 ans plus tard, le constat est amer, car le monde ne semble pas vraiment prendre cette direction. Et puis, en relisant les ouvrages de Pierre pour préparer cette journée, j'ai retrouvé la parabole du colibri, qu'il affectionne tant, et finalement j'ai compris que ce qui était important, c'était que nous faisions notre part. Elle était ce qu'elle était, cette part, modeste, certes, mais elle avait le mérite d'exister, et avec la part des autres, elle participait à nous conduire dans la bonne direction. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du colibri, je suis certain que Pierre vous la racontera tout à l'heure et que vous comprendrez alors mieux ce que j'ai voulu dire. Voilà, et puisqu'on parle de colibri, avant que Pierre ne débute sa conférence, je vais donner pendant quelques minutes la parole à Alice et à Gilles, deux des responsables de l'association Colibri de Lyon, afin qu'ils vous présentent très rapidement cette association, qui est en quelque sorte la prolongation sur le terrain des idées de Pierre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à la librairie Raconte-moi la Terre de nous avoir invités, de nous donner l'opportunité aujourd'hui de présenter notre association. Je vais donc vous parler Colibri, mais je ne vais pas m'étendre sur le mouvement Colibri national, puisque je vais laisser à Pierre le soin de le faire, puisqu'en tant que fondateur, il saura bien mieux en parler que moi. Je vais vous présenter notre association Colibri Lyon, qui existe depuis début 2013, et qui a pour objectif, comme Colibri national, de relier, d'inspirer et de soutenir les initiatives locales, écologiques et humanistes. Alors nous suivons un modèle de gouvernance partagée et nous sommes organisés en groupes thématiques. Nous avons de nombreux thèmes qui sont l'éducation, l'agroécologie, la santé, la communication, économie, démocratie, justice et le dernier, agriculture. Alors les groupes thématiques, donc concrètement les groupes thématiques se réunissent régulièrement pour mener des réflexions et pour préparer des actions. Et ces actions sont toujours préparées en lien avec d'autres associations qui partagent nos valeurs. Nous avons à ce jour une 60aine de membres actifs et plus de 800 personnes qui nous suivent sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Vous avez dans la brochure que vous avez eue sur votre siège notre flyer avec toutes les informations pour nous contacter. Donc je vous invite à venir sur notre site internet pour découvrir nos actions, nos projets et notre agenda. Contactez-nous, vous êtes les bienvenus pour participer à nos réunions.
Et nous vous invitons à notre premier apéro Colibri, ouvert à tous, vendredi 20 juin à 19 h au Parc de la Tête d'Or. Merci. Merci Alice. On va maintenant écouter Pierre. Sa conférence va comprendre 3 parties. Je précise que nous avons gardé du temps à la fin de la conférence pour que vous puissiez poser les nombreuses questions que j'imagine vous avez. Et je voulais débuter en demandant à Pierre de nous parler un petit peu de voyage et de culture du monde, puisque, vous savez, Pierre, Raconte-moi la Terre, est spécialisé sur ces thématiques. Alors, dans l'un de vos derniers ouvrages, Semeur d'espoir, tout à la fin, vous indiquez que parmi les 3 livres que vous emporteriez sur une île déserte, il y aurait un recueil de contes du monde entier. Et on vend beaucoup de recueils de contes du monde entier chez Raconte-moi la Terre. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi et d'où vient cet attrait pour les contes du monde. Et puis, notre librairie promeut le voyage comme une source d'émerveillement devant les beautés de la nature et comme une source de découverte et d'enrichissement au contact des autres cultures. Mais est-ce aussi simple que cela? Et en effet, le problème du transport, notamment par avion, et de la pollution qui l'accompagne, on constate également que le tourisme dit de masse engendre de nombreuses dérives. Alors pour faire le lien avec votre attrait pour les livres de contes, la question que je vous pose avec un brin de malice est la suivante. À votre avis, faut-il voyager vraiment, ou est-ce que finalement il ne vaudrait pas mieux se contenter de ne voyager qu'au travers des livres? Ça va comme ça? C'est le mieux. Bon. J'étais en train de lire une revue, je ne sais plus laquelle, je suis complètement oublié. Dans cette revue, il y avait justement cette légende du colibri qui est une légende amérindienne. Et cette légende dit, un jour, il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux complètement atterrés, complètement désespérés, sont comme ça, voilà, dans l'impuissance. Par contre, il y a un petit oiseau qu'on appelle le colibri, et ce petit oiseau, insignifiant d'apparence, mais très beau, et bien lui, il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière, dans son bec, et vient les jeter sur le feu. Et il s'active. À un certain moment, le tatou, disons, s'impatiente, il se demande ce que fait ce colibri, et il demande au colibri, est-ce que tu penses que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie? Et le colibri lui dit, je le sais, mais je fais ma part. Ça m'a paru vraiment applicable à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans les protestations, dans les indignations, dans beaucoup de choses, et finalement, nous oublions que notre destin, nous l'avons aussi entre nos mains. Bien sûr, il y a ceux qui conduisent le monde, mais sur les critères, on en reparlera, sur des critères qui ne tiennent plus. Vous savez qu'aujourd'hui, on arrive aux limites de la logique qui prévaut et qui détermine le destin collectif. Et il faut maintenant envisager donc, en fait, la grande interrogation, c'est quelle va être la suite de l'histoire. Il y a un certain Fournier qui, dans les années 60, disait « Nous ne savons, on ne sait pas où on va, mais on y va ». Et on peut dire vraiment que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes capables d'orienter notre destin, de lui donner un contenu, une orientation, ou bien est-ce que nous sommes pris dans un fleuve encru qui nous emmène dans toute notre impuissance. Moi, je pense que nous arrivons à un moment où je ne suis pas du tout dans la critique des politiques en tant qu'individus. Chacun a sa conscience et c'est à eux à savoir pourquoi ils font de la politique. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent être au service de la nation et des citoyens, mais est-ce qu'ils le font avec une ambition particulière? Est-ce que, bon, peu importe le critère, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que la politique aujourd'hui n'est pas du tout en phase avec la réalité. C'est-à-dire que d'un côté,
on s'acharne à maintenir un modèle de société qui, à l'évidence, arrive à ses limites. Et de l'autre côté, ce qui donne espoir, c'est de voir quand même que la société civile, il y a une espèce d'éveil de la société civile. C'est-à-dire que cette déconvenue dans laquelle nous sommes pose problème, nous réinterroge et finalement, nous réinterroge au plus profond de nous-mêmes sur le sens même de l'existence. C'est pas simplement sur simplement le système tel qu'il est et tel qu'il a été mondialisé. Et nous reviendrons tout à l'heure sur les questions de voyage, justement. Et du coup, voilà une humanité qui est confrontée aujourd'hui à un système qui est né en Occident, donc en Europe. Ce système est né en Europe, mais la première victime de ce système, c'est l'Europe elle-même. Pourquoi je dis ça? Parce que les voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle vous disaient que quand on circulait en Europe, eh bien on voyait presque des communautés autonomes qui avaient un rapport à la terre, qui avaient imaginé leur façon de se vêtir, leurs contes et légendes, leur architecture, donc l'Europe était une mosaïque en quelque sorte de culture. On pourrait presque dire de tribus, puisqu'il y avait aussi les langues. On ne se comprenait pas forcément en passant d'une langue. Ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple en Afrique, où des tribus ont des langues multiples, avec leur culture particulière, etc., existaient en Europe avant, disons, ce qu'on appelle la modernité. Donc l'Europe crée un modèle de société et malheureusement, elle définit les critères de ce modèle sur une espèce de monoculture, disons, qui est fondée sur le progrès. Effectivement, il y avait de quoi être grisé quand on voit l'évolution, disons, ce qu'on appelle les progrès technologiques. Le progrès technologique, évidemment, est fascinant. On passe du cheval animal au cheval vapeur. On a une espèce de puissance extraordinaire à disons, à organiser la matière de façon à ce que ça nous donne des voitures, ça nous donne toute une technologie. Cette technologie est grisante et nous voilà, disons, comme une sorte de mission prométhéenne promettant à l'humanité le bonheur à travers l'évolution technologique. Le progrès porteur de bonheur. Sauf que la construction de ce progrès, c'est l'Europe qui l'a amorcé, mais elle l'a amorcé parce qu'elle a pu finalement disposer pratiquement de l'ensemble de la planète. Par la colonisation, par le drainage des ressources planétaires, on concentre tout ça et on crée un modèle. Donc ce modèle est extrêmement dispendieux. Et aujourd'hui, on constate que la concentration de toutes ces possibilités, de ces ressources et de ces possibilités, bien sûr, il y a le génie, en quelque sorte, technologique. Il a fallu des ingénieurs qui imaginent. Je ne suis pas en train d'amoindrir, en quelque sorte, ce que pourrait être ce type d'intelligence. C'est pas ça. C'est que ce modèle a été construit, mais dopé artificiellement par le drainage des ressources planétaires tout entières. Donc à partir de ce moment-là, la reproductibilité pose problème. Compte tenu que le Burkina Faso où j'ai travaillé, il n'est pas venu conquérir la France ou la Belgique. Je veux dire, la situation étant ce qu'elle est, avec ce paradigme du progrès, la technologie qui nous grise, ça a amené le passage du cheval animal au cheval vapeur, ce qui a modifié la perception du temps. La perception du temps a modifié aussi l'espace. Je pense que dans la salle, il n'y a pas de personnes qui sont venues en calèche ou en charrette. Donc nous avons circulé sur la route avec des moteurs à explosion qui ont fait que, avec l'énergie combustible et tout ça. Et on a donc créé ce modèle-là. Et ce modèle-là, eh bien, on prétend aujourd'hui qu'il peut bénéficier à tout le monde. Or, c'est pas possible. Donc, c'est absolument pas possible. Et si chaque Chinois, je sais pas qui, veut vivre
à notre façon, à nous, eh bien, la planète dépose le bilan. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas ce qu'il faut pour que tout le monde vive sur ce modèle. D'autant plus qu'il a été artificialisé par l'histoire. Donc se pose la question aujourd'hui, d'accord, mais enfin bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'un côté les pays qui sont avancés, et puis les pays attardés. Et donc les pays attardés par rapport à quoi? Par rapport au modèle. Et on a lancé cette valeur du développement. Qu'est-ce que c'est que le développement? C'est en quelque sorte la concentration des ressources de façon à ce que ces ressources théoriquement bénéficient au maximum de gens. Seulement ce modèle de développement n'étant pas reproductible, n'étant pas généralisable pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer, il y a nécessité de reconnaître que nous sommes dans une très grande impasse planétaire. Nous sommes, pendant longtemps on a été grisés, et maintenant on vit une énorme déconvenue. Certes, il y a eu des progrès, etc., et il y a eu des gens dits développés. On a établi les critères du développement sur la base de ce modèle-là, en disant que tous les pays qui ne sont pas dans ce modèle-là sont ce qu'on appelle des pays sous-développés. Et du coup, on est dans un malentendu qui fait qu'il y a une espèce de chaotisation, en quelque sorte, de l'ordre mondial, parce que ce que nous avons oublié, c'est que nous n'avons qu'une planète. Et que si nous avions d'autres planètes, on pourrait dire, une fois qu'on a épuisé toutes les ressources, on irait ailleurs. Mais non, on est consigné sur cette planète, qu'on le veuille ou non. Et on a beau braquer nos télescopes dans l'espace, eh bien on se rend bien compte que la planète Terre est une sorte de... Alors il y a deux perceptions de la planète Terre. Soit on l'aperçoit comme une magnifique oasis dans un immense désert astral et sidéral, donc on a beaucoup de chance d'y habiter. Seulement le drame, c'est qu'on l'aperçoit de plus en plus comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser, jusqu'au dernier poisson, dernier arbre, dernier, etc., etc. Ça veut dire qu'on rentre dans la phase du pillage généralisé d'une planète qui ne peut pas reproduire les ressources au rythme où les prélève une partie de l'humanité. Pas toute l'humanité qui prélève. Et on s'aperçoit dans ces prélèvements sur ce modèle de développement, eh bien on se rend compte qu'il y a 1/5 de la population mondiale qui consomme les 4/5 des ressources produites par la planète. Et donc, il y a le club des hyper-nantis et ceux qui suivent comme ils peuvent. Et dans la hiérarchie, et dans les disparités, j'ai appris qu'il y a à peu près 1500 êtres humains, comme vous et moi, qui sont des milliardaires en dollars. Il n'y en a pas plus que ça. Donc ça veut dire qu'on a constitué une espèce de hiérarchie et une espèce de féodalité dans laquelle il y a un club des hyper-nantis, et puis les autres, il y a une hiérarchisation de l'avoir qui va aussi avec le pouvoir, et il y a ceux qui savent vraiment pas faire quoi faire de leurs ressources, de leurs biens financiers tellement qu'ils sont énormes, et vous avez à l'extrême, eh bien, des pères et des mères de famille qui n'ont même pas un bol de riz à donner à leurs enfants. Donc cette humanité dans cette disparité marque bien et met bien en évidence que nous n'avons pas été attentifs, nous n'avons pas été généreux, mais que ce pillage généralisé toujours plus pour les uns, ce qui a d'ailleurs engendré le fameux produit national brut. Et ce fameux produit national brut, moi je l'associe à une anecdote que j'ai vécue. Ma mère est une adoptive, on sait que j'ai été adopté, je suis passé évidemment de l'islam au christianisme, de la tradition à la modernité, je suis en plus gémeaux, et si je suis cinglé, c'est pas pour rien. Donc voilà. Parce que dans ce va-et-vient entre deux cultures, il y avait aussi toutes les contradictions. Dans l'islam, on me disait surtout ne touche pas au porc, etc., pas boire de vin, etc. Et quand j'allais dans ma famille européenne, ma mère étant bourguignonne, et du Mercuré en plus, eh bien le vin, c'était une denrée extraordinaire, ce qui était prohibé de l'autre côté. Le porc, pareil.
surtout ne touche pas à un truc, et de l'autre côté, on se régale de saucissons, de jambon, etc. Et toutes ces contradictions qui amènent petit à petit à voir finalement ces clivages entre deux cultures qui ont provoqué, en quelque sorte, qui ont été à la source de beaucoup de conflits. C'est-à-dire que toutes les trois religions se réclament du même Dieu unique, mais les trois religions ne s'entendent pas. Ils se réclament du même Dieu unique. Et ce que j'avais aussi un petit peu à dire par rapport à l'organisation religieuse, disons à la mission de ce que j'aurais pu appeler la religion, c'est que toutes les religions proclament haut et fort que la terre est la création divine. Et on se demande pourquoi, alors je leur dis, mais vous devriez être les premiers écolos. Vous devriez être ceux qui protestent plus fortement contre la profanation de cette création. Et on n'a pas fait attention au caractère sacré de la chose. Alors on parle beaucoup de sacré, on agite beaucoup les encensoirs, comme on dit, etc. On a beaucoup de proclamations magnifiques, on esthétise le verbe et on fait des choses, sauf que la réalité, on n'a pas pris soin de ce que le divin nous a donné et cette offrande extraordinaire du divin qui est en fait quelque chose de sacré. Et moi aujourd'hui, je constate, sans appartenir à aucune religion, parce que j'étais un islam, christianisme, etc., avec les contradictions, je reste quand même dans la dimension divine. C'est qu'à un certain moment, je me dis, on ne peut pas donner toutes les explications. Alors j'en viens à ma mère qui est bourguignonne, qui était bourguignonne. Elle aurait fait se suicider tous les diététiciens de la planète parce qu'elle est morte centenaire après de la cuisine au beurre, des machins, voilà. Et moi, chaque fois, sa cuisine, je partais patraque, quoi, constamment, parce que mon petit système digestif n'était absolument pas adapté. Voilà. Et c'était ce qu'on appelle une carbonique, etc. Et quand elle a été veuve, mon père, son mari, est décédé, nous vivons en Ardèche, elle s'est rapprochée de nous pour qu'on puisse en prendre soin, Alors, on avait établi un rituel. À l'époque, nous vendions du fromage. Voilà, nous faisions du fromage de chèvre sur notre ferme, qui était d'ailleurs une ferme un peu paradoxale. On a vécu 13 ans sans électricité, 7 à 8 ans avec très peu d'eau, le chemin à peine praticable par temps de pluie. Et c'est pour ça que quand je suis allé emprunter des sous au Crédit Agricole après avoir acquis les capacités minimum, et c'est là où j'ai vu finalement tout ce que nous faisions comme mal à la planète avec la chimie, eh bien, nous, ces critères-là, on ne peut pas vous aider à vous suicider. Et donc, alors, il disait, mais pourquoi diable voulez-vous vous installer dans cette ferme qui n'est absolument pas rentable? Alors, on revient à la notion de rentabilité, alors que nous pouvons vous prêter beaucoup plus que vous installer sur une ferme où là, vous allez vivre. La difficulté par rapport à l'agent du Crédit Agricole, c'était de lui dire, nous installons là parce que c'est beau. Alors, bien sûr, voilà. Dire ça, autant dire, je vais dire, voilà. Parce que la beauté, ça figure pas dans un bilan. On peut pas dire 200 € de beaux paysages, tout ça c'est évacué. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le pratico-pratique et il faut être très sérieux. Voilà, il faut être sérieux. Et ce qui est beauté, ce qui nous fait vibrer, c'est-à-dire ce qui nourrit notre intériorité, notre âme, notre intériorité, ça ne compte pas. Voilà. Et donc, il faut être sérieux. Donc, nous avons réussi, grâce à l'intervention d'un sénateur qui nous avait pris sous son aile, et qui est allé au Crédit Agricole, il veut dire, pour une fois qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer à la terre, alors que tout le monde s'en va, quand même, donnez-leur leur chance. Voilà. Alors, on a réussi quand même à avoir notre prêt sur 20 ans à 3%, et un petit prêt vraiment minime, parce que compte tenu du lieu, et de la capacité du lieu, et puis finalement, c'est comme ça que nous sommes établis. Et quand
nous nous sommes établis. Moi, j'avais fait une expérience d'ouvrier agricole et j'avais vu combien on malmenait la nature avec de la chimie dans le sol, des pesticides, etc. Et toutes ces choses-là, il fallait, pour aller traiter les arbres, il fallait mettre un masque parce qu'il ne fallait pas s'empoisonner. J'avais un ami médecin qui nous a fait connaître le pays, qui me racontait constamment, il y a un tel qui s'est empoisonné, l'autre est paralysé, le troisième est devenu aveugle, etc., à cause de l'usage de ces pesticides, de ces organochlorés, organophosphorés, etc. Donc on peut dire que j'étais informé par rapport à ce que représentait, disons, sur quelle base était établi le métier et l'activité la plus vitale, c'est-à-dire la plus indispensable. On peut se passer de tout sauf de la terre. Parce que, pendant les guerres, par exemple, tout le monde se souvient qu'il a un cousin à la campagne. Quand il n'y a plus rien à bouffer, alors on dit cousin à la campagne. Et le pauvre cousin qui n'a pas réussi, hein, qui est resté lui attardé, etc. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il tient la vie. Voilà, et que la vie est là, elle n'est pas ailleurs. Voilà. Et quant au rapport que j'avais avec ma mère, bien sûr, un rapport amoureux, très très fort, affectueux, etc. Quand elle est venue dans la région s'installer, pour que nous puissions nous en occuper, on avait un rituel. Le samedi, je vais vendre mes fromages de chèvre, les fromages que nous faisions avec Michel, et puis parce qu'on a établi un élevage de chèvres, une trentaine de bêtes, et puis je me suis mis à appliquer évidemment l'agriculture écologique, et comment aborder la terre, non pas sur la produire et détruire, mais comment produire, aimer, prendre soin, améliorer, etc. Et c'est fantastique parce qu'on rentre dans une espèce de mission qui est absolument extraordinaire et vitale. Alors le rituel avec mère, c'est que le samedi, je vais vendre mon fromage, elle vient au vent, donc au pays de vendre le fromage, et on s'offre le restant. C'est le moment de faire le point par rapport à la semaine. Alors on est là, le menu, enfin, tout ce que le rituel habituel, et puis elle commande sa bouteille de vin. La bouteille de vin. Alors sa grande désolation, c'est que moi, je sais pas que j'aimais le vin, mais je ne le digère pas. Mes intestins ne sont pas faits pour ça, ils n'ont pas été préparés à ça. Donc je ne digère pas le vin, malgré, et ça me représente une frustration, parce que je trouve que c'est une espèce de quintessence extraordinaire, qui est à travers les phénomènes chimiques, tout ce que vous voudrez, donne la substance typique moelle de quelque chose qui n'est pas simplement que de la matière, mais qui est aussi quelque chose de l'esprit. Et c'est tellement de l'esprit que quand on en prend un peu trop, l'esprit s'en va. Voilà. Donc, du coup, et alors là, on est face l'un à l'autre, comme deux amoureux, et puis sa grande désolation, c'est que je ne voulais pas de vin, mais je voulais quand même trinquer avec ma mère. Voilà, je lui ai dit, écoutez, je présente mon verre en disant un doigt. Pas un doigt comme ça, un doigt comme ça. Voilà. Donc je reçois mes 2 ou 3 gorgées de vin. Bon, on a trinqué, ça va, le rituel, c'est bien, elle siffle tout le reste, mais voilà. Et alors nous sortons du restaurant, nous allons rencontrer des amis, et puis le menu aujourd'hui était un menu vraiment très bon, et on a bu une bouteille à 2. Voilà le produit national brut. Une bouteille à 2. Alors je la regarde quand même, elle est gonflée quand même, elle disait, c'est quoi cette bouteille? Alors évidemment, dire qu'on a bu une bouteille à 2, ça fait quand même bien, mieux que j'ai sifflé toute la bouteille. Bon, donc je comprends les choses, mais vous voyez toutes ces ambiguïtés qui sont symboliquement transposables à l'organisation du monde d'aujourd'hui. Où évidemment, quand on parle de produit national brut ou de croissance économique, ça sous-entend, ça va être pour le profit de tout le monde, ça va être équitable, bien réparti. Or, c'est pas ça, du tout, du tout. C'est la concentration des ressources entre les mains d'une minorité humaine au détriment de la grande majorité. C'est le clivage entre le nord-sud. C'est toutes ces choses-là qui font que
l'organisation du monde est fondée sur un malentendu, et en même temps, il y a toujours une sémantique, c'est-à-dire que l'être humain, il est fragile quand on l'aborde avec une sémantique qui est symbolique, c'est-à-dire la capacité de certaines personnes à vous faire, à installer en vous des certitudes. C'est-à-dire qu'on dit des choses complètement erronées, mais la façon de les dire fait que l'être humain est fragile dans les représentations et accepte en quelque sorte. C'est ce que je sais faire la publicité. La publicité, ce serait très simple de dire une voiture ça vaut tant, etc. Mais tout le rituel qu'on fait autour, moi je trouve ça vexant. Je trouve que je suis humilié quand on me dit, quand on prétend me faire acheter, non pas simplement dans la rationalité élémentaire, mais en me manipulant. Je vois vraiment pas, je peux parfaitement acheter un frigo très simplement, sans tout ce que l'on met autour pour manipuler l'être humain. Et ça, c'est honteux. Et on proteste pas. On proteste pas. Et en plus, dans un monde où finalement on est sursaturé de biens matériels, et ce bien matériel qui n'engendre même plus de la joie, puisqu'il engendre plutôt de la frustration permanente. C'est-à-dire comment faire que l'être humain soit dans un état de manque en permanence. Toujours le manque, ce qui fait qu'il est tenu par ce manque, et du coup, cette obsession de la possession de plus en plus, eh bien, finit par créer ce monde où l'abondance, mais abondance ne veut pas dire satisfaction. Et donc, pour la satisfaction, comme on ne l'a pas, on va prendre des anxiolytiques, c'est-à-dire qu'en même temps, le bonheur réel, c'est-à-dire celui qui est lié à une vérité des choses et à une simplicité des choses, est de moins en moins accessible. Et du coup, la joie qui est le bien suprême que tout le monde recherche, consciemment ou inconsciemment, cet état des ondes de légèreté où on se sent bien, on se sent vivant, on se sent dans un état vraiment de félicité légère et simple, et bien celui-là, malheureusement, sera réussi. Et aucun milliardaire ne peut se payer la joie. Il peut se payer des yachts, des souverains, payer des gens dans de grandes richesses, mais malheureux, tristes, vraiment aucune sensation de vie. Je ne suis pas anticapitaliste, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le discours de l'opposition, capitalisme, etc. Je suis dans le discours de l'opposition à l'accaparement injuste et indéfini. Et l'accaparement qui fait que, d'un côté, l'accaparement produit de la détresse et de l'indigence. Là oui, je suis totalement opposé à cela, produire de l'indigence. C'est ce que fait aujourd'hui, par exemple, la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi? C'est une vraie guerre économique, c'est-à-dire qu'il y a femmes et cette compétition qu'on apprend dès l'école, cette compétitivité qu'on enseigne dès l'école, il faut être le premier, il faut être le meilleur, etc., eh bien, fait que l'enseignement peut devenir, si on ne sait pas, pour moi c'est une évidence, c'est-à-dire que c'est comment préparer, à partir de l'enfant, préparer un adulte adapté au système, et non pas un adulte épanoui. Donc ce qui fait que ce qu'on appelle l'éducation repose sur un certain nombre de critères qui sont eux-mêmes définis par la logique actuelle. La logique actuelle définit les critères. Et à partir de ce moment-là, on est enfermé dans un système qui définit les critères et qui fait que les individus sont pris en otage par ce système et on oublie complètement, d'autant plus que ce système a créé une civilisation qu'on appellerait hors sol, concentration urbaine excessive, désertification de l'espace rural, et être comme ça dans cette concentration, met les individus dans une dépendance très très importante par rapport à ce qui devrait leur permettre au contraire d'être dans une forme de liberté. Vous connaissez peut-être cette petite histoire. Il y a un pêcheur avec sa barque.
il a fini son travail, il est là en train de se reposer sur la plage, il fait sécher ses filets, sa barque est là à côté, et il est tranquille. Passe je dirais un Américain, parce que je ne sais pas, c'est peut-être pas un Américain, mais enfin peu importe. Passe, il le regarde et lui dit, monsieur, la barque là-bas, c'est la vôtre, c'est à vous. Oui. Vous êtes en train de faire sécher vos filets, ben, votre barque est un peu petite, quoi. Vous pourriez avoir une barque plus grande. Et après, ben, vous pêcherez plus de poissons, et après, vous aurez une barque encore plus grande, un bateau, vous allez embaucher des gens, vous allez gagner beaucoup plus d'argent, etc. Et après, ben, vous aurez encore devenir vraiment très riche, etc. Et après vous vous reposerez, ben, c'est ce que je suis en train de faire. Et bien, pas. Donc, ces petites histoires paraissent anecdotiques et simplistes, mais elles traduisent une réalité vraiment très très forte, extrêmement forte, dans le sens où, avec cette croissance économique indéfinie, sans limite de rien du tout, etc., ben, elle génère de la détresse, énormément de détresse, et l'invocation politique selon laquelle c'est avec la croissance économique qu'on va, c'est un alibi facile, ça. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a répartition, est-ce qu'il y a équité dans, disons, dans les résultats qu'obtient l'effort collectif? Non, c'est pas d'équité. Ce qui fait que dans les pays qui sont censés être riches, la misère, les Américains y mettent la façade positive, mais il ne faut pas regarder dans les coulisses. La misère atroce. Et cette misère est en train de naître partout, y compris en Chine. Vous avez une misère atroce, etc. Donc, ce qui veut dire que l'humanité est aujourd'hui en grande interrogation. Le modèle va, en quelque sorte, s'accentuer et on va vers le clash. Pourquoi on va vers le clash? Parce qu'en fait, il est impossible que ce modèle puisse se généraliser sans dépôt de bilan planétaire. Donc nous sommes dans une transition qui est à la fois tragique mais magnifique aussi. Et cette transition, ben, il ne faut pas la louper. Parce qu'en fait, on arrive aujourd'hui aux limites de ce que nous pouvons faire compte tenu de la mondialisation. Nous avons fini un ouvrage avec Jean-Marie Pell, avec la grande question, d'être ambitieux dans notre question, c'est le monde a-t-il un sens? Voilà, la grande question. Alors, Jean-Marie a fait une rétrospective sur comment la vie s'est installée sur la planète, et puis, ce qu'il a mis en exergue et qui m'a beaucoup plu, c'est que ça s'est fait sur la coopération. L'associativité, la coopération, l'organisation de la vie s'est faite non pas sur la dualité, mais sur la coopération. Ça, c'est magnifique. Un lion, vous savez, alors on est parti sur... on s'est mis en tête la lutte des espèces. Moi, j'ai jamais vraiment gobé cette histoire de lutte des espèces. Je pense que c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est que la vie se donne à la vie. Quand un lion mange une antilope, il mange son antilope parce qu'il a besoin de vivre. Il a besoin de vivre. L'antilope mange l'herbe parce qu'elle a besoin de vivre. Et moi, l'herbe est vivante aussi, et ainsi de suite. Mais j'ai jamais vu de banque d'antilopes, ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. C'est-à-dire qu'on prend ce qui est nécessaire, et quand la vie se donne à la vie, on est dans ce qui est juste. Le problème de l'être humain, c'est qu'il a introduit dans une réalité qui s'est faite uniquement sur la coopération, la dualité. Et cette dualité, elle a comme cause parfois une réalité évidemment tangible, l'histoire du territoire, l'histoire, etc., de survie. L'être humain s'est organisé depuis les origines en groupe humain. L'être humain ne peut pas vivre seul. Il est de nature clanique. Il faut qu'il y ait des groupes organisés. Mais ils ont toujours eu ce qu'on appelle les primitifs, ont toujours eu
disons, la sagesse de dire on ne peut pas dépasser un certain seuil de population, d'une part parce que c'est déterminé par les ressources du territoire, et d'autre part, quand vous outrepassez un certain seuil, entre l'anonymat, entre toutes ces choses-là, et la société se met à générer de la méfiance, de la peur, générer toutes ces toxines en quelque sorte sociales, qui font qu'on passe du corps social où chaque individu a sa place, mais il a une place qui est utile à tout le monde, à quelque chose qui tombe dans l'anonymat de la personne. Et l'anonymat, vous savez, psychiquement, génère de la méfiance, génère des préjugés, et à partir de ce moment-là, rentrent les toxines sociales qui font qu'il y a une espèce de dualité qui se produit. Et ce qui est aussi difficile pour l'être humain, c'est que il y a un scoop, hein, vous ne le saviez pas, c'est que nous sommes mortels. Vous ne saviez pas. Nous sommes mortels. Et quand vous êtes vivant, en sachant que vous n'êtes que provisoirement dans cette réalité, ça produit quand même pas des choses, disons, confortables. Donc on est dans une forme d'insécurité. Alors l'insécurité nous amène évidemment à toutes sortes d'hypothèses. Je suis vivant, d'accord, mais je renaîtrai, je ressusciterai, je me réincarnerai, etc. C'est très rassurant. Peut-être que c'est vrai. En tout cas, moi je ne sais pas. Quand j'ai fréquenté les philosophes, je me suis rendu compte. Pourquoi j'ai beaucoup fréquenté les philosophes? Parce qu'on se trouve dans son existence face à des interrogations multiples concernant ce qu'on ne comprend pas, surtout quand on est de double culture. Et quand on fréquente les philosophes, eh bien, on se rend compte que finalement, ils ne sont pas d'accord non plus. Alors tout le monde philosophe, mais ils ne sont pas d'accord. Ce qui a donné d'ailleurs ce clivage énorme entre les pays qui sont allés vers le marxisme et les autres. Vous savez que ça a fait une scission importante, planétaire, mais à cause des idées. Alors chacun a ses idées, a son approche. Et quand je me suis mis à lire mon ami Socrate, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Socrate, c'était pour moi quelque chose d'extrêmement apaisant, c'est que Socrate, il dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Tout le monde peut se l'appliquer. Qu'est-ce que je sais? Je sais quoi? Rien. Donc, du coup, cette non-connaissance met en route quelquefois la construction de certitude, la construction de logique, ce qui est humainement acceptable. Tout à fait, on peut avoir une compassion pour cela. Sauf que le problème, ça n'a pas généré la cohésion humaine. Même les philosophes ne s'entendant pas, donc c'est ce qui a généré aussi ce qu'on appelle la fragmentation du système humain. Le système humain, c'est qu'on est passé d'un tribalisme primitif, on pourrait dire, à un tribalisme national. C'est une nation, c'est une tribu. C'est la transposition de la tribu et circonscrite dans des territoires. Ce qui fait que la planète a été entièrement fragmentée par des territoires. On appelle ça des nations. Et ces nations, eh bien, elles sont en insécurité, ce qui justifie la défense du territoire. La défense du territoire justifie les armements. Les armements sont justifiés et finalement, cette peur primale qu'on n'a pas résolue fait qu'on donne beaucoup plus d'importance aux armes qu'à la vie. Et les dépenses que nous faisons d'armement sont absolument terrifiantes. Quand quelqu'un a bien tué, mais sous mandat national, il est félicité, il est décoré. Il dit, mais où est-ce qu'on va comme ça? Où est la lumière? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si des extraterrestres nous observaient, ils diraient, ils sont pleins d'aptitudes, mais ils sont stupides. Comment conclure que l'humanité est intelligente? Je ne peux pas conclure que l'humanité est intelligente, d'autant plus que nous nous attribuons à nous-mêmes les médailles, nous nous félicitons nous-mêmes, etc. Et nous nous sommes octroyés, alors que nous sommes venus depuis 2 minutes sur 24 heures de la vie de la planète,
nous nous sommes évidemment autoproclamés les meilleurs, les plus grands, etc. Mais où est la grandeur humaine quand vous vous regardez les informations, vous voyez cette tuerie, cette barbarie, cette destruction. L'autre jour, j'ai vu un début de documentaire sur la destruction de la forêt amazonienne, j'ai pas pu regarder jusqu'au bout. Ça a provoqué en moi une telle indignation, une telle réprobation que, voilà, c'était soit casser ma télé, bon, j'ai dit quand même, je l'ai acheté, je n'avais pas envie de la casser, soit, bon, et donc ça provoque en vous, si vous voulez, quelque chose qui vous amène à dire, tout ça n'est pas intelligent. Tout ça n'est pas intelligent. Parce qu'il faut en plus penser aux générations qui viennent, et c'est pour ça que l'adoption, par exemple, de l'agroécologie, et je suis un servant, un praticien et un propagandiste de l'agroécologie, c'est parce que cette agroécologie nous remet en quelque sorte dans la coopération avec la vie. On coopère avec la vie, c'est-à-dire que l'agroécologie, pour ceux qui connaissent, c'est fertiliser les sols avec de la matière organique transformée en compost qui donne l'humus, l'humanité, l'humilité. C'est ce qui a fait la prolongation de la vie, c'est-à-dire la forêt à la fois consomme, etc. En automne, les feuilles tombent, ces feuilles rentrent dans un processus de transformation qui donne le fameux humus, lequel humus, humanité, etc. Et ça relance la vie. Et nous sommes donc dans le principe, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est pour ça que c'est magique comme activité. Je produis, ma nourriture, en quantité, en qualité, je soigne la terre qui le soigne, et en même temps, je la transmettrai vivante à ceux qui vont me succéder. Et aujourd'hui, on est dans le processus, je produis et je détruis, et donc le patrimoine collectif de l'humanité est atteint. J'ai parlé des semences, 60% disparus, etc. Donc aujourd'hui, quand on fait le bilan général de où nous en sommes aujourd'hui et quelle est la suite de notre histoire, ça pose une très très grande question cruciale, une question, on n'a pas le droit de se tromper dans ce temps de transition. Alors c'est la raison pour laquelle il y a nécessité aujourd'hui finalement de travailler à la cohésion et à la cohérence de l'espèce humaine, de façon à ce que cette espèce décloisonne, rentre finalement, prenne conscience de son inconscience, et en prenant conscience de son inconscience, construise un monde fondé sur la coopération, la solidarité, et non la dualité. Il faut arrêter d'enseigner la dualité des tout petits. Donc rentrer dans ce processus-là, là, les voyages peuvent être favorables à ça. Alors j'ai pris beaucoup de contournements pour arriver à répondre à votre question. Voilà. Donc voyager, alors il y a des façons de voyager, c'est-à-dire il y a la façon simplement, on va visiter la curiosité, d'aller voir les autres, comment ils vivent, s'évader, comme on dit, puisque le monde actuel est quand même carcéral, de mon point de vue, c'est-à-dire le progrès qui est censé nous libérer, il est censé nous libérer. Seulement, quand on prend un itinéraire d'un être humain dans la modernité, on s'aperçoit que de la maternelle à l'université, il est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut d'ailleurs, que tout le monde travaille dans des boîtes. Grande boîte, moi je travaille dans une grande boîte, dans une petite boîte, etc. Pour s'amuser, on va en boîte, vous le savez. On y va comment? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis on a la boîte où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Alors on est libéré, vous voyez, comme on est libéré par le progrès. Voilà. Et pendant ce temps-là, les étoiles brillent, on n'est pas là pour admirer, le soleil se lève, les oiseaux chantent, on n'est pas présent à toutes ces merveilles que nous offre la vie. Pourquoi? Parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite. Je ne suis pas en train de dire, je serais ulcéré de faire de l'ironie sur cette question-là, parce que c'est une question qui est cruciale quand même aujourd'hui sur
quelle est la valeur de l'espèce humaine. On voit très bien que maintenant l'être humain n'a pas d'importance. C'est le modèle qui est important. Peu importe l'humain pourvu que le modèle, lui, ne soit pas handicapé. Et donc du coup, on est dans l'inversion, dans un malentendu d'un système qui dit tout ça c'est pour le bien de l'humanité, et de l'autre côté la réalité qui en fait nous montre bien que ce système crée de l'indigence, de la douleur, de la souffrance, de l'incertitude, etc. Donc aujourd'hui, la nécessité de voir est-ce que nous pouvons rétablir l'équilibre de façon à être heureux d'être en vie. On est quand même ici-bas pour être heureux, on n'est pas là pour en baver. Et la planète, elle offre tout, elle offre de quoi nourrir notre corps, de quoi nourrir notre esprit, de quoi alimenter notre âme, de quoi la beauté, tout est là, de quoi nous soigner, de quoi, etc. Et au lieu de prendre cette conscience et de rentrer dans cette perception qui pour moi est la perception sacrée, c'est-à-dire la perception sacrée, je veux dire, de comprendre que il y a derrière cela, existe-t-il une vie après la mort, j'en sais rien, mais existe-t-il une vie avant la mort? C'est-à-dire le problème aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que je suis un vivant? J'ai rencontré des amis, chefs d'entreprise, etc., qui m'ont dit, moi, l'entreprise va bien, mais moi je ne vais pas bien. C'est comme ça qu'on a créé les Amanats avec mon ami, je l'ai peut-être dit en préambule. Et donc aujourd'hui, la grande question, elle est cruciale parce que aujourd'hui, nos pulsions restent les mêmes, mais on a tellement perfectionné les instruments au service de nos pulsions que tout va très vite. Entre s'échiner à couper un arbre avec une cognée ou je sais pas, une tronçonneuse, c'est déjà un grand changement. Ce qui fait que, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que la technologie s'est énormément perfectionnée, mais l'être humain n'a pas assez évolué pour maîtriser cette technologie. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les outils qui sont censés nous libérer sont en train de nous asservir. Vous n'avez qu'à couper l'électricité, plus de pétrole, plus de communication, et cette civilisation très artificielle s'effondre. Donc l'humanité rentre en dépendance par rapport à sa propre innovation. Jusqu'à maintenant, elle pouvait avoir des innovations à son service, mais on rentre dans des innovations qui se rendent indispensables et par conséquent qui déterminent la suite de notre histoire. Et d'une façon absolue. Aujourd'hui, on le voit bien qu'on est dépendant de nos outils. Donc, existerait-il, disons, peut-on construire un futur sur quelque chose qui nous permet d'avoir des outils, je suis bien d'accord, soulager, et en même temps la maîtrise de l'outil et maintenir en quelque sorte ou développer ce qui revient au social. Le voyage participe à ça. Alors il y a des façons de voyager, je vais juste visiter, il y a des façons de voyager, je vais rencontrer mon semblable qui est dans une autre culture et je vais essayer de comprendre comment lui fonctionne. Et on se rend compte qu'il y a cette diversité extraordinaire, mais en même temps jeter des passerelles de façon à ce qu'on aille vers une humanisation généralisée, comme disait Teilhard de Chardin, c'est-à-dire passer par cette humanisation, ensuite une espèce de noosphère, faire des consciences, etc. Et petit à petit, donc, construire une humanité unifiée. Et le voyage et la rencontre des autres y participent énormément. On a eu une expérience de justement ce qu'on pourrait appeler le tourisme au Burkina Faso. Nous avions créé un centre de formation à l'agroécologie au nord du pays avec une association, une compagnie aérienne qui s'appelait le Point Mulhouse. Donc on avait créé cette structure et a été créée d'abord par le Point Mulhouse. Et le Point Mulhouse, c'est toute une histoire, c'est une légende, c'est une association possédant des avions, mettant ces avions à des fins justement de voyage, vous avez peut-être entendu parler, et de voyage à des prix
très raisonnable, et c'était dans l'idée justement de rapprochement nord-sud. Voilà. Et pour ce rapprochement nord-sud à travers le voyage, les avions, eh bien, ils avaient un pays comme le Burkina Faso, un pays pauvre, finit par se plaindre qu'effectivement, l'avion pas cher amène beaucoup de monde, mais il n'y a pas d'infrastructure d'accueil pour accueillir. C'est tout d'un coup ce monde qui vient, il faut avoir des infrastructures d'accueil. Donc le Point Mulhouse crée ce qu'on appelle un campement hôtelier au nord du Burkina Faso. Ce campement hôtelier, il voulait en faire 6 ou 7 autour du pays pour en quelque sorte irriguer, si on peut dire, ces régions isolées de gens qui vont venir visiter, mais leur visite est en quelque sorte comment contribuer à améliorer le sort des populations par un tourisme intelligent. Il crée Gorom Gorom au nord. Effectivement, le prix de l'avion étant quand même très raisonnable, des Africains se disent à ce prix-là, je prends un Marseille, Ouagadougou, et de Ouagadougou je vais au Togo, et ça me coûtera infiniment moins cher. Et l'Européen se dit, à ce tarif-là, moi aussi je vais aller visiter, etc. Donc il y a un flux de touristes très important qui arrive au Burkina. Burkina dit, nous on n'a pas les infrastructures, donc le Point Mulhouse décide de créer l'infrastructure d'accueil. Et on regarde la carte et on dit la région la plus pénalisée en quelque sorte et la plus difficile, c'est celle du nord, c'est-à-dire celle qui est dans la zone sahélienne. Au sud, vous avez la forêt tropicale qui est encore vivante. Au nord, vous avez la zone sahélienne, cette bande sahélienne, qu'on appelle la bande sahélienne, dans laquelle malheureusement le désert gagne beaucoup, gagne énormément. C'est-à-dire que la forêt tropicale verte, vivante, recule et le désert avance. Donc il décide d'installer le premier campement hôtelier pour accueillir ce flux touristique. Il est situé à un endroit pas très accessible, c'est-à-dire pour faire, il fallait 9 heures pour faire 350 km, ce qui fait que bon, comme vous en disiez, c'était que de la piste, c'était très difficile, c'était 9 heures de route, et puis, si vous aviez la chance, vous pouviez prendre un avion que les Africains ont appelé Air peut-être. Donc avec ça, vous êtes bien équipé. Donc il fallait vraiment avoir l'envie d'aller, et on est dans la thématique du voyage, l'envie d'aller là-haut. Voilà. Et donc les gens quand même s'aventurent, etc., dans cette structure, une belle architecture de terre, les gens viennent quand même, quand on arrive on est complètement désossé, mais on arrive. Voilà. Et ça s'est mis à fonctionner, et à un certain moment, on s'aperçoit que l'orientation et la maîtrise de départ, c'est-à-dire, on pourrait dire, comment dire, une manifeste fondamentale où les critères fondamentaux concernant ce type de tourisme n'avaient pas été pris en compte. Ce qui fait que les gens, ça tournait un peu à Club Méditerranée, au milieu d'une population, le président lui-même un jour va passer Noël, le réveillon de Noël à Gorom Gorom, et il s'aperçoit qu'on fait quoi? Foie gras, on se refuse absolument rien, au milieu d'une population qui crève de faim. Donc ce ghetto, en quelque sorte, il en est malade, et il dit, on rase tout, on s'est trompé, il faut arrêter. Et les autres le retiennent, il allait jusqu'à l'excès à dire, on rase tout, on n'a pas existé. Parce que, évidemment, la presse, les journalistes qui venaient à Gorom Gorom retournaient en France et faisaient des papiers virulents contre une association qui, au départ, était perçue comme très positive et très humanitaire. Donc, l'image commence à dégringoler, et à ce moment-là, on dit on ferme tout. Il y a quelqu'un qui dit, ben voilà, il y a
Il y a un type qui s'appelle Pierre Rabhi, ça fait 3 ans qu'il travaille au Burkina Faso sur l'agroécologie, la promotion de l'agroécologie auprès des paysans, etc. Il a les films du pays, il faudrait lui demander peut-être son avis avant de tout arrêter. Et donc je vois débarquer le président et le staff, disons, important du point de vue, et ils me disent, voilà, on a cette patate chaude, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Est-ce que vous pensez qu'il faut tout arrêter? Je dis, non, il faut réviser le voyage, dans la thématique du voyage, il faut savoir, quand les gens se déplacent, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que ça a fait progresser, qu'est-ce qu'il en reste? Soit on a consommé du folklore, etc., et on s'est fait plaisir, soit quelque chose contribue à faire avancer les choses. Alors ils me demandent mon avis, je leur dis, voilà, moi ce que je vous propose, c'est de ne pas arrêter Goron, de mettre les choses dans une tonalité réaliste, c'est-à-dire il n'y a plus de repas à la carte, il y a un plat à prendre ou à laisser, et ajouter à cette structure qui accueille le public une structure de formation des paysans. C'est-à-dire, on forme les paysans à l'agroécologie, et quand on sait que dans cette démarche-là, il faut savoir, quand on s'en va, qu'est-ce qui reste. Si on a simplement amené des devises qui ont profité à quelques marchands, etc., ça ne fait pas évoluer du tout. Si durant le temps où on a séjourné, on a laissé quelque chose qui a vraiment fait progresser, là oui. Et nous, c'était le cas. Donc les gens venaient, on a ajouté la structure de formation à la structure d'accueil, et les gens qui venaient nous visiter, on leur expliquait quelles étaient les problématiques du pays, qu'est-ce que signifiait aujourd'hui l'indigence du pays, et que ce que signifiait l'agroécologie. Les gens pouvaient assister aux cours que nous donnions à des paysans qui venaient délégués de leur village de pratiquement tout le pays pour eux de transmettre et donc de propager l'agriculture écologique, et on a fonctionné comme ça. Donc là, à ce moment-là, le voyage prend une autre envergure. Nous avons voyagé, mais nous avons contribué au progrès global. Nous n'avons pas fait qu'enrichir quelques commerçants ou quelques hôteliers. Nous avons contribué à cela. Et bien, nous avons fonctionné comme ça, où les gens voyageaient, mais étaient aussi dans une solidarité qui était durable, on pourrait dire. Durable, puisque ça permettait de faire évoluer les techniques agroécologiques, et donc comme alternative importante pour la nourriture des paysans, puisque ces paysans des pays pauvres ont été dans des traditions, si vous voulez, ancestrales. Ils ne seraient pas arrivés jusqu'à notre époque s'ils n'avaient pas su se tirer d'affaire, s'ils n'avaient pas su vivre et répondre à leur survie, ils ne seraient pas arrivés jusqu'à aujourd'hui. Alors comment ont-ils fait? Pendant des siècles, c'était simplement la terre, on cultive la terre, on a son troupeau, et on constitue une vie villageoise solidaire, on prend ses vieux en charge, on prend en charge tout le monde, avec néanmoins une puissance qui a toujours été occultée, c'est celle des femmes. C'est les femmes qui sont les plus puissantes, pas les hommes. Et les femmes sont en quelque sorte comme mises de côté, elles n'apparaissent pas dans la dynamique générale, c'est l'homme qui se met en avant, bien entendu. La femme, elle est dans les coulisses, sauf que si elle faisait grève, tout s'effondre. Mais elle ne fait pas grève parce qu'elle a des enfants, etc. Et donc, du coup, on arrive à une société dans laquelle on dit maintenant, le paysan représente une énergie. On fait toute une propagande pour qu'il utilise des engrais chimiques. Donc il y a toute une propagande. Le paysan dit, je suis pauvre, je ne peux pas utiliser ces substances parce qu'elles coûtent cher. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. On va t'avancer ces produits
tu vas cultiver avec, quand tu récoltes, tu amènes la récolte à la coopérative. La coopérative va, en quelque sorte, prendre, prendre en compte ton produit, on va te l'acheter, te le payer, mais déduction faite des engrais qu'on t'a avancés. Et comme les engrais, vous le savez, il faut à peu près 3 tonnes de pétrole, 2 tonnes 5 à 3 tonnes de pétrole pour faire 1 tonne d'engrais, eh bien le paysan se trouve connecté à une logique qui n'est pas la sienne. Sa logique à lui, c'était de répondre à mes besoins au quotidien avec toutes les énergies, et féminines et masculines, etc., les troupeaux et tout cela. Et voilà, ce paysan connecté à la mondialisation sans qu'il le sache. Alors il arrive, donc la récolte est collectée par des coopératives, vendue, elle produit des devises. Les devises, alors le paysan pauvre est traité de la même façon que l'agriculteur américain avec ses tracteurs, ses grandes surfaces, ses grandes superficies, etc. Il est traité exactement de la même façon parce qu'il y a le cours mondial de la matière première. Et moi j'étais dans la zone coton, si vous voulez. Donc c'est exactement l'application des mêmes tarifs pour tout le monde, à la fois pour celui qui se casse les reins sur son lopin de terre et celui qui est avec son tracteur sur ces vastes espaces. Donc le paysan est perdant. Et il est perdant, et donc la difficulté, c'est qu'il n'arrive pas à surmonter la dette, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à payer la dette qu'il a contractée. Eh bien, les enfants sont désespérés, s'en vont dans les villes, et les villes grossissent. Et voilà un paysan détruit, et à la fois subordonné à une mondialisation. Alors, qui profite de ça, des devises qui sont produites, évidemment par l'exportation de ce qu'a produit le paysan, profite à une caste politique. Parce que s'il faut bien alimenter, disons, le gouvernement a besoin d'être alimenté. Seulement cette caste, la plupart du temps, et c'est ce qui ruine l'Afrique, elle est corrompue. Il ne faut jamais oublier que les États africains ont une énorme responsabilité par rapport à l'indigence de leur peuple. Parce que la corruption est horrible. Alors moi j'ai eu à faire, donc ce scénario-là aboutit à quoi? Aboutit en fait qu'il y a l'appauvrissement et la famine. La famine s'installe, c'est-à-dire parce que l'argent ne peut pas répondre aux besoins directs et immédiats. Et nous, notre doctrine, c'était cultivez et nourrissez-vous d'abord. Vous ne rentrez pas dans le marché avant d'avoir assuré votre propre survie alimentaire. Une fois que vous avez assuré votre propre survie alimentaire, à ce moment-là, faites un surplus qui va vous permettre d'avoir un peu de monnaie. Mais surtout, n'inversez pas les choses. Ça, c'était nous, notre doctrine. Et vous allez vous affranchir totalement des engrais. Il n'est plus question d'utiliser des engrais parce que vous allez prendre la matière organique de vos animaux, de vos champs, etc. Vous allez transformer tout ça en compost. Le compost va constituer un fertilisant extraordinaire et vous aboutissez à des productions élevées sans bourse des devises. Cette logique-là, on l'a mis en place. Sankara arrive au pouvoir, me convoque, il me dit ce que vous avez amené absolument remarquable, il faut maintenant que je vous charge on voudrait appliquer ces méthodes qui vous libèrent au plan national. Donc j'ai été chargé en quelque sorte d'une réforme générale et globale dans le pays, bien sûr graduelle, avec court, moyen et long terme. Il n'est pas question de sauter à pieds joints d'une logique à une autre, mais d'aboutir petit à petit à libérer ces peuples, finalement de quoi? De la pétrochimie internationale. Parce que la pétrochimie internationale, c'est celle qui a produit en quelque sorte l'agronomie, avec les critères de l'agronomie et de la médecine de prescription, des laboratoires pharmaceutiques, etc. Vous connaissez tout ça, on n'est pas dupe du système tel qu'il a été organisé, un ingénieur prescripteur, un médecin prescripteur. Et puis, à partir de ce moment-là, on aboutit à finalement la mainmise de puissance internationale sur des questions qui sont cruciales,
la nourriture et la santé. Et ainsi, le tour est joué. Et donc, on aboutit à une dépendance. Et sortir de cette dépendance, c'est justement reprendre, là aussi, comme je l'ai dit, l'énergie de la vie elle-même, et non pas l'énergie artificielle que l'on fabrique dans des usines qui tuent les sols, qui tuent toute vie dans le sol, qui produit une alimentation donc qui n'est plus, je pense l'avoir déjà dit, mais enfin vous m'excuserez des redondances parce que la pauvre cervelle, je ne sais pas trop comment s'organiser, il faut que je me fasse greffer un ordinateur, je ne sais pas quoi. Donc tout cela fait partie du scénario qui part de la terre jusqu'à l'individu. Et l'individu, aujourd'hui, est pollué par une agriculture. Alors il y a évidemment la dégradation du patrimoine nourricier lui-même, la terre, l'eau, les semences qui disparaissent, je vous ai expliqué, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a la dégradation de l'être humain lui-même, mais lui ne le voit pas. La nourriture qu'il mange tous les jours, la nourriture classique, disons, conventionnelle qu'on trouve aujourd'hui d'une façon de plus en plus généralisée, c'est une nourriture morte, c'est pas une nourriture vivante. C'est-à-dire qu'elle ne transmet pas à l'être humain les énergies de la vie elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite sur des bases artificielles. Et comme elle a été artificialisée, eh bien, finalement, la nourriture que nous absorbons aujourd'hui, celle qui est répandue, n'est pas une nourriture. C'est de la matière morte que l'on met dans notre corps et qui ne nourrit pas réellement. Donc ça produit une nourriture, non seulement une nourriture qui n'amène pas des énergies qui nous sont nécessaires, mais qui en plus porte atteinte à notre santé. Voilà. Et c'est pour ça que, comme je disais, quand on se met à table, il faut plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Et donc cette pollution sournoise, insidieuse, qui est tous les jours, alors après on dit augmentation des cancers, ça ne veut pas dire que je suis à l'abri, augmentation des pathologies, etc. Et au lieu et malheureusement, l'approche même thérapeutique aujourd'hui ne prend pas du tout en compte la terre comme étant l'élément fondamental à partir duquel se construit la santé. On prend simplement l'élément superficiel, mais on ne va pas chercher une terre vivante. La terre-mère, c'est pas une métaphore, c'est une réalité. La terre est vivante, la terre est importante, et on ne peut pas, si on ne prend pas en compte dans l'approche santé la terre elle-même, l'eau qui nous abreuve, vous savez qu'il y a à peu près, je sais pas, 75% de flotte qui vous parle actuellement. Si on ne prend pas en compte tous ces éléments-là qui sont les fondements de la vie, eh bien on peut finalement prescrire sans fin, puisque la santé, il faut la prendre à partir des éléments fondamentaux de la santé qui font que bon, aujourd'hui on est dans une espèce de délire de consommation de santé qui sont un peu ambigus. Je ne veux pas nier les progrès qui ont été faits justement dans le monde médical, mais il y a des exagérations qui sont complètement illicites. Ce qui est indéniable, qu'on ne peut pas récuser aujourd'hui, qu'on ne peut pas nier, c'est les avancées en chirurgie. Ça ne peut nier que la chirurgie a fait des progrès incroyables. Ma grand-mère adoptive, elle a été drabataire pendant 20 ans, elle ne le serait pas maintenant, à cause simplement de la rupture du col du fémur. Aujourd'hui, on répare un col du fémur indéniable. Mais par contre, pour ce qui concerne l'élément santé inscrit dans la problématique de la vie globale et dans les phénomènes de la vie, eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambiguïté parce qu'évidemment, ça devient un territoire de profit. Et ce territoire de profit, laboratoire pharmaceutique, etc., il avance sur la même logique qu'on a avancé sur l'agriculture. C'est comment créer du profit à partir de l'agriculture. Et à partir de ce moment-là, c'est tout l'arsenal qu'on a produit qui est rattaché à la production agricole et dont on s'aperçoit qu'il est nocif.
Donc tout cela mis bout à bout, on se dit, ben voilà, quel est le futur. Et effectivement, moi je suis totalement dans la perspective de Teilhard de Chardin, c'est-à-dire qu'il faut de l'hominisation aboutir à l'humanisation, et une humanité qui trouve sa cohésion et sa cohérence, qui cesse de s'autodétruire, qui cesse de détruire ce à quoi elle doit la vie. Alors quand je vous dis ces choses-là, pour moi c'est pas théorique, parce que c'est l'exercice même concret dans ma vie. L'agroécologie c'est ça. C'est la position, produisons en quantité, en qualité, en préservant la vie, et en préservant la vie des futures générations. Je produis, j'améliore, et ça, tout le monde sait le témoignage que nous avons eu sur notre propre ferme, qui était considérée comme non viable, avec des sols difficiles, etc. Aujourd'hui, ces sols difficiles sont devenus fertiles. Fertiles pourquoi? Parce que le travail qu'on a fait sur ces sols-là, ça a été un travail de régénération et d'augmentation des potentialités de la vie vivante. Le compostage, le travail raisonné du sol, et on prend ce sol, cette terre qui devient vivante. Donc c'est ça qui doit être inscrit dans les perspectives futures. Et la relation des êtres humains, c'est-à-dire le décloisonnement par la connaissance mutuelle des êtres humains, se fait aujourd'hui de plus en plus sur la conscience. Et que quelquefois on est dans sa famille, exilé dans sa famille. On n'est pas adapté à sa famille. On est même étranger, on a une sensation d'être étranger dans sa propre famille. Et aujourd'hui on passe à la phase, ce que j'avais proposé en 2002, quand on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Je ne savais pas à quoi vous avez échappé. Donc on m'a poussé. Moi, j'avais aucune idée de me présenter aux élections présidentielles. Moi, à un moment, j'ai dit, mais compte tenu de ce que tu fais, etc., pourquoi tu te présentes aux élections présidentielles? Comment? Alors, ça m'est tombé comme ça, comme un truc, et puis finalement, ça a mûri petit à petit. Je me suis dit, j'y vais pas, si j'y vais, c'est quoi? Ça a été tout d'un coup une espèce d'illumination. J'y vais parce que on va profiter d'une échéance nationale pour que les gens posent des problèmes. Ce ne sont pas simplement avec des politiciens qui sont ce qu'ils sont. Moi, je n'ai pas de jugement à leur égard. C'est à eux à voir où ils en sont. Mais malheureusement, on est dans cette espèce, si vous votez pour moi, je ferai ci, je ferai ça, en sachant parfaitement comme je ne pourrais pas le faire. Et que finalement, la gouvernance du monde, elle n'est pas uniquement dépendante des mécanismes et de l'organisation qu'on a fait, mais qu'aujourd'hui, c'est le lucre, c'est la finance qui domine tout. Et on est arrivé même à un seuil où la finance, en fait, vous gagnez l'argent en dormant. C'est-à-dire que ça ne représente même pas un travail réel, même pas vous dormez, votre argent travaille pour vous, voyez. Et du coup, on est arrivé à une falsification généralisée des valeurs et du rapport qu'il y a entre la valeur réelle de la vie, c'est-à-dire dans cette forme extrêmement concrète de la survie, par rapport, disons, aux critères financiers qui ont fait que maintenant, la finance domine tout et les États sont obligés de s'adapter à ces critères-là. Parce qu'il y a toujours le chantage, si vous ne faites pas ça, c'est le chômage, si vous faites pas ci, etc. Alors j'aimerais voir émerger finalement un chef d'État qui dirait, ben voilà la situation réelle. Je ne vous promets pas, je ne ferai rien tout seul. Rien. Si nous ne sommes pas ensemble, voilà la situation. Si vous n'êtes pas d'accord, je me retire. C'est tout. Point final. Mais pas continuer dans ce scénario, d'un côté le chantage, de l'autre côté des promesses qu'on ne peut pas tenir, et finalement cette planétarisation du mensonge et de l'hypocrisie. Donc c'est pas possible de continuer comme ça. Donc c'est pour cela que la nature est l'élément qui en fait peut aujourd'hui contribuer à
une socialisation planétaire, et le voyage a un rôle énorme dans cette socialisation. Donc voilà, de l'hominisation à l'humanisation, nous, notre appel politique, c'était appel à l'insurrection des consciences. L'appel à l'insurrection des consciences, on avait rajouté quelle planète laisserons-nous nos enfants, quels enfants laisserons-nous aussi à la planète, parce qu'il ne s'agit pas simplement de notre planète, on a nos enfants, ce qui veut dire que le lien humain-nature est aujourd'hui plus que jamais indispensable, absolument indispensable. Et justement, la connaissance et le lien que peuvent avoir les êtres humains, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une socialisation qui part plutôt que notre histoire, parce que nous sommes tous enlisés dans notre histoire, dans notre passé, dans notre truc, et on est bloqués par tout ça. Je m'honore d'être un grand ami de la princesse de Polignac. La princesse de Polignac, c'est, depuis le XIIe, c'est une dynastie qui s'est attachée, etc. Pourquoi je suis ami avec la princesse de Polignac? Ça paraît bizarre. Qu'est-ce qu'un petit arabe du Sud a à voir avec la princesse de Polignac? C'est complètement irréaliste. Parce que c'est le cœur, la conscience, c'est l'âme qui nous a réunis. C'est pas notre histoire nous désunit. Mais c'est pour ça que ce qu'on peut rappeler l'humanisation future, c'est une sociologie des consciences. Et à partir de ce moment-là, quelquefois on est étranger dans sa propre famille, et on cherche sa famille ailleurs. Et dans quelque sorte les affinités que produisent nos aspirations. Et aujourd'hui, c'est comme ça que, à mon avis, doit se faire l'évolution, transcender l'histoire, qui a été ce qu'elle a été, avec ses divisions. Moi, d'ailleurs, quand j'étais à l'école, je comprenais vraiment pas pourquoi on nous enseignait constamment les batailles, les victoires, les machins. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et comme j'avais une très mauvaise mémoire des dates et tout ça, c'était mon cauchemar. À telle date, il y a eu la victoire de ceci, la défaite de cela. Et l'histoire, on commence par vous gaver dès tout petit de tout ce que l'histoire a constitué comme conflit, et ça devient important, et on ne vous parle plus de la vie. Moi, j'étais vraiment ulcéré de voir que je devais apprendre le jour des examens, il fallait que je retienne telle bataille, telle victoire, tel machin, tel truc, la date, etc. Et c'était très significatif. C'est-à-dire qu'à posteriori, je me suis rendu compte que c'était très significatif, finalement, de l'ordre actuel du monde, le conflit, les armes, et puis l'apothéose, une apothéose, la bombe atomique, qui est en fait le moyen de produire une apocalypse où l'humanité est en mesure aujourd'hui de déclencher une apocalypse destinée à la détruire elle-même. Donc c'est pour ça que la connaissance des êtres, si le tourisme est fait sur ces critères, connaître l'autre, savoir quelle est sa culture, respecter sa culture, s'enrichir de sa culture et dans une mutualisation en quelque sorte de tout ce qui fait les valeurs de l'humanité, ça, le voyage peut y contribuer vraiment. Mais, comme je disais, quelle est la posture? Est-ce que c'est simplement la curiosité, aller consommer du folklore et du dépaysement, ou est-ce que le voyage est animé par le fait de la connaissance des autres, et donc dans le sens de l'élimination de ce qui nous sépare, et dans le respect et l'acceptation que l'autre est différent. Parce que sinon, jusqu'à maintenant, on a voulu endoctriner tout le monde, et malheureusement le paradigme actuel est très violent dans le sens où il standardise. Il faut standardiser. Et que font les peuples aujourd'hui? Il faut surtout qu'on ressemble à des Occidentaux. Et disons à la culture occidentale, que ce soit la Chine, que ce soit partout,
Et là, il y a un grand danger. Par contre, si on transcende tout cela, eh bien, on aboutit finalement à une humanisation, et je pense qu'à un apaisement de l'humanité à travers la connaissance mutuelle. La connaissance mutuelle et la mutualisation de ce que nous pouvons nous apporter de positif, c'est l'avenir. Et si on ne va pas dans cette orientation-là, évidemment, on va aboutir à une déflagration généralisée, c'est qu'à Dieu ne plaise. Donc l'heure est grave, très grave, et vouloir travailler à cette humanisation dans le sens d'une sorte de convivialité planétaire, qui nous éveille à cette merveilleuse planète qui est la nôtre. Nous sommes dans différents lieux, mais nous sommes reliés. Et cette planète magnifique, il faut maintenant en prendre soin. Vraiment. Et de toute façon, je l'ai peut-être dit au début ou pas, il y a un ultimatum aujourd'hui. Est-ce que nous avons besoin de la nature? Oui. Est-ce que la nature a besoin de nous? Non. Donc, à bon entendeur, ça dit. Et il faut arriver à comprendre cela. Alors, pour finir, pour un peu conclure, il y a une chose une anecdote aussi que j'ai envie de vous raconter parce qu'elle est très symbolique et très significative. Quand nous sommes installés en Ardèche, on a trouvé notre ferme, mais on était pauvres. C'était dans le tout début, 61, 62, on n'avait pas d'argent. On avait même la réprobation de nos familles qui nous disaient « mais vous êtes complètement fous ». Quand on arrivait en Ardèche, les gens nous disaient « mais qu'est-ce que vous venez foutre ici, il n'y a plus rien », etc. Donc on était un peu le marteau et l'enclume comme ça en permanence. Mais bon, on avait acquis cette petite ferme qui comportait une petite forêt. Et puis l'hiver n'est pas, l'hiver est froid quand même. C'est-à-dire depuis quelques années, il y a des changements climatiques, mais l'hiver était froid. Il y avait des vrais hivers avec de la neige, avec de la glace, etc. Il fallait donc se chauffer. Et alors, pour se chauffer, comme on n'avait pas d'autres moyens que cette forêt, on essayait de gérer cette forêt, disons, bon père de famille, avec le maximum de logique de la vie. Mais j'étais tout seul à couper mon bois et c'était très difficile pour moi. Et un jour, je suis dans un marché joyeux, c'est une ville à côté de chez nous, et je suis attablé avec des amis et je discutais, puis j'entends la table voisine, quelqu'un qui se plaint qu'il allait couper son bois, mais qu'il était tout seul. Je ne suis pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me lève carrément, je dois le voir monsieur, qui dit « Vous avez des difficultés à couper votre bois, mais moi aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer? Et je vais vous aider, vous venez m'aider. » J'ai pas vu, d'accord, c'est une entité. Sinon, à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, ou bien si elles existaient, ce n'était pas à notre portée. Donc, on faisait tout à la main. Je vais l'aider pendant la semaine, il vient m'aider la semaine suivante. Et puis, on travaille, le chant des oiseaux, c'est magnifique, on travaillait avec disons, du matériel, des outils très élémentaires, des outils classiques. Et la journée s'achève, et il y a un magnifique coucher de soleil, splendide, vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et vous avez les disques rouges du soleil qui descendent tout doucement comme ça. Et surtout ça, cerise sur le gâteau, il y avait le profil d'un arbre qui était dénudé, parce que c'était la fin de l'automne, dénudé, donc il y avait ces ramifications magnifiques qui s'ajoutaient à ce paysage magnifique dans lequel il y a un soleil rouge qui, tout doucement, va en quelque sorte disparaître dans l'horizon. Et puis je regarde ça, je suis fasciné par ce tableau absolument extraordinaire. Tellement fasciné que je reste comme ça immobile à profiter de ça, parce que je voulais m'imprégner de tout ça. Et dans mon intériorité, ce qui se disait, c'est que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Mon compagnon se demande bon, ce que je fais.
Moi, je suis comme ça. Il se rapproche de moi, je le prends par la main, et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 steps. Bon. Ça a été. Alors, vous imaginez le choc, bien sûr. Mais ça a été symbolique en quelque sorte. Mon ami était aussi un admirateur de la vie de la nature, mais il était dans un quiproquo. Et ce quiproquo, et cette situation-là, c'est malheureusement ce qui est répandu. On ne voit plus la beauté de la vie, on voit ce qui est pratique, ce qui rapporte, ce qui est, etc. Eh bien, le temps est venu de poétiser la vie, parce que si on ne met pas de la poésie dans la vie, je pense que la vie va devenir de plus en plus insipide. Et pour moi, l'hominisation doit passer aussi par cette sensibilité à la beauté gratuite qui nous est offerte. Il n'y a rien à payer. Eh bien, cette sensibilité, je crois qu'elle contribuerait énormément à transformer les êtres humains en véritables gardiens de la vie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup simplifié la vie parce que je vous ai posé une seule question et vous avez répondu à toutes celles que j'avais envie de vous poser et que je n'ai pas eu le temps de vous poser, donc c'est formidable. Et les quelques que je n'ai pas posées, je suis sûr qu'elles vont être posées par la salle. Donc je vous propose qu'on se prenne un quart d'heure, 20 minutes pour répondre aux quelques questions que vous aurez. Pascal qui est avec moi a le micro. Qui veut commencer? Monsieur? Bonjour. J'avais une question en fait. Voilà, je fais partie d'une famille qui habite les Hautes-Alpes. Mes parents sont venus vous voir. Et c'était surtout sur la frugalité heureuse. Je sais que vous parlez de sobriété heureuse. Et dans le mot frugalité, c'est justement éviter le gaspillage. Et mes parents sont végétariens, je suis né végétarien. Et je voulais savoir votre point de vue par rapport justement au véganisme et au végétarisme. Parce que c'est éviter un gaspillage de protéines végétales qu'on va nourrir en protéines animales. Et il faut savoir que 75% de la production mondiale est destinée aux animaux. Donc voilà, je voulais juste avoir votre point de vue par rapport à ça. Je parle de sobriété heureuse, pas de frugalité heureuse. Sobriété. Et je parle aussi de la puissance de la modération. Qu'est-ce que j'entends par la puissance de la modération? Le système actuel qui est outrancier vit de notre avidité. Nous sommes dans une forme d'avidité permanente qui fait que on est dans ce système de toujours plus indéfini. Alors du coup, on crée le problème contre lequel on proteste, ou les structures contre lesquelles nous protestons. Alors nous sommes tous pris évidemment dans ce compromis. Moi je ne suis pas venu vous voir en charrette, je suis venu vous voir en voiture, avec ma collaboratrice Caroline. Nous avons fait le plein et puis on a donné nos sous aux multinationales contre lesquelles on fulmine. Donc on est tous dans cette situation-là. Quand je rentre chez moi, je n'éclaire pas la bougie, je m'éclaire bien l'électricité nucléaire, évidemment, avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, etc. Donc on est toujours dans il faut donc ne pas se mettre à part et dire moi je suis dans la perfection, je suis dans la vérité des choses, etc. Alors il y a une grande problématique effectivement qui est aujourd'hui la problématique de notre rapport aux animaux. C'est-à-dire que nous avons pris le pouvoir sur les animaux, nous en faisons absolument ce que nous voulons,
d'ailleurs honteusement, on fait des expériences, ce sont des animaux, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont personne pour se défendre, donc on en fait n'importe quoi. Et alors on est passé de l'animal qui était élevé librement dans un certain... Nous, nos chèvres étaient heureuses, on avait une trentaine de chèvres, je peux vous dire qu'elles étaient heureuses, on les reconnaissait, chacune avait un nom, quand on discutait à table, on disait, il y a telle chèvre qui avait un nom, qui s'appelait une petite corne, ou je sais pas quoi, qui, tiens, aujourd'hui, j'ai constaté qu'elle n'était pas très bien. On était très attentifs à ces animaux qui étaient nos compagnons. On avait décidé aussi qu'on n'aurait pas, au-delà d'un certain seuil, on avait défini le troupeau à 30 chèvres, parce qu'on a calculé ce qu'il nous fallait comme quantité de lait pour pouvoir gagner notre vie. Voilà. Et donc, les chèvres faisaient partie en quelque sorte de la famille, quelque part, avec quand même une certaine gratitude à leur égard, une certaine tendresse même, une certaine attention très sensible à eux. Donc, nous vivions avec les chèvres. Et le système, pour produire de la protéine animale en grande quantité, eh ben, on a créé le hors-sol destiné aux animaux en forte concentration, donc stress, donc des conditions abominables. Les animaux par le surnombre, par toutes ces... Où finalement la vision c'est comment produire au maximum, c'est tout. Mais l'animal, peu importe, on a complètement occulté qu'il s'agissait de la vie elle-même. Et que par conséquent, nous n'avions pas le droit moral, on a le droit évidemment parce qu'on s'attribue tout ce qu'on veut comme droit, mais moralement nous n'avons pas le droit d'infliger aux animaux des conditions qui sont anti-naturelles. Donc moi je me révolte complètement contre ces usines à produire des protéines à partir de la souffrance animale. Et quand nous consommons que ce soit la viande, que ce soit le lait, etc., nous consommons de la souffrance. Et donc là, je suis absolument dans une radicalité absolue contre. Voilà. Ensuite, et on peut comprendre, ça a pu justifier le fait que les gens disent « nous devenons végétariens ». Et devenir végétarien, je crois que c'est une question de tempérament, et je dois avouer que j'ai tenté d'être végétarien et que j'étais malade. Et mon corps, dans son expression spontanée, c'est-à-dire que je ne passe pas par le mental, uniquement par l'expression et la demande que me fait mon corps. Il me demande de consommer de la viande. Donc je consomme de la viande, mais en partant du principe que l'animal ne doit pas souffrir. Alors bien sûr, nous, êtres humains, on a le beau rôle, puisqu'on peut s'attribuer n'importe quoi. On ne demande pas aux animaux leur avis. Et même quelquefois, on compare les humains aux animaux, et parfois je serais vexé si j'étais animal qu'on me compare à un être humain. Et je ne suis pas en train de faire voilà, c'est une réalité que nous avons un comportement qui n'est pas normal par rapport à toutes ces créatures dont nous avons la responsabilité. Nous sommes responsables de la vie, et après, donc, il est évident qu'un animal qui est élevé dans de très bonnes conditions, qui ne produit pas de stress parce qu'il n'est pas dans un système concentrationnaire, c'est évidemment transmet la vie. Alors, bien sûr, je l'ai dit, il pourrait dire, moi aussi, je veux consommer des pierres ravies. Ça peut être l'inverse. Ce serait légitime qui disent, moi, je bouffer des pierres ravies. Bon, mais sauf que c'est moi qui bouffe. Donc, c'est une question. Le végétarisme, je trouve que ceux qui veulent et qui peuvent l'appliquer sans préjudice à leur propre santé, etc., je suis totalement d'accord. Sauf que moi, j'ai essayé, vraiment, et à plusieurs reprises, et chaque fois, je me suis trouvé en carence. Alors, est-ce que c'est dû à mon passé? Est-ce que c'est dû à mes cellules, à mon hérédité? Moi, je crois qu'il y a de l'hérédité. Alors, cette hérédité, est-ce qu'elle est stimulée par le fait que la viande chez nous était une rareté?
et qu'on était frustré, et par conséquent on a voulu compenser cette frustration, et ça nous a rendus consommateurs de viande comme étant, voilà. Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Mais le végétarisme me paraît logique, me paraît tout à fait louable, mais tout le monde ne peut pas l'être, probablement. Je vois mon petit-fils, on n'a jamais dit, tu vois, de la viande. D'instinct, j'ai ma fille, Cécile, l'aînée, besoin de viande. Mon petit-fils, à qui on n'a pas dit viande ou pas viande, il a besoin de viande. Donc tout ça pose une question à laquelle moi je n'ai pas de réponse précise. Voilà. Et je pense par contre, la condition animale, la protection de ces créatures, le respect de ces créatures, je suis intransigeant là-dessus. Après c'est chacun dans cette salle, je pense qu'il y a des végétariens, des non-végétariens, tout est. Alors il y a juste une anecdote intéressante concernant le rapport à l'animal. Vous savez que quand j'étais dans la culture musulmane, vous savez qu'il y a une fête qu'on appelle la fête du mouton, où par commémoration au sacrifice d'Abraham. Vous savez que dans la Bible, Dieu met à l'épreuve Abraham, il dit si tu m'aimes, sacrifie même ton fils. Et donc Abraham, le cœur gros, obéit, et donc s'apprête à sacrifier son fils. Dieu l'a donc mis à l'épreuve jusqu'au bout, et il substitue au fils un bélier. Vous voyez? Et donc alors ça c'est ce qui relève de tout ce qu'on on emmagasine comme légende, etc. Et il se trouve que cette fête de l'Aïd el-Kébir, chez nous, sacrifice du mouton, on achetait le mouton 3 ou 4 mois avant son sacrifice, et on l'engraisse, on le prend comme agneau. Donc j'étais chargé de m'occuper, avec mes frères, de nourrir cet animal dont on savait qu'un jour il allait être sacrifié. Et plus je voyais se rapprocher le jour fatal, plus je pleurais, j'étais triste, j'étais mal en point, etc., parce que c'était devenu un ami. Et du coup, beaucoup de souffrance. Et puis quand arrive le jour du sacrifice, mon père se prépare à sacrifier l'animal, et puis il y a son couteau, et puis ça reste suspendu. Moi, enfant, je me dis, il va l'épargner. Et donc, j'avais pas du tout compris qu'il ne pouvait pas sacrifier avec un contentieux, avec quoi que ce soit de mauvais dans le cœur. Il était fâché avec son voisin. Ça faisait longtemps qu'il était fâché. Donc, il est allé chercher le voisin pour qu'il vienne sacrifier notre mouton. Et mon père est allé sacrifier le mouton du voisin. Et leur contentieux a été réglé. Donc, ils se sont embrassés, fini. Voilà. Donc je me suis dit, il y a une symbolique extraordinaire. Donc ce mouton, bien au-delà de simplement un mouton, un animal, a contribué à quelque chose qui est de l'ordre de la réconciliation. Alors chacun peut interpréter ça à sa façon. Mais j'ai trouvé que c'était une symbolique vraiment très très intéressante, très belle en quelque sorte. Maintenant, c'est pas pour autant que ça justifie le tout. Voilà. Je voulais simplement raconter cette petite anecdote dans le rapport à l'animal. Super. Une autre question. Un peu long, mais malheureusement, oui. On va changer de côté. On a eu un homme, on va prendre une femme. Voilà. Bonjour. Vous nous avez parlé de votre entretien avec M. Sankara et de ce qu'il vous a demandé de faire au Burkina Faso. Oui. J'aurais aimé connaître la suite. Et vous étiez ami de la princesse de Polignac, ça a bougé des choses. J'ai fait le rêve en vous écoutant que vous soyez aussi ami de Barack Obama et qui vous demande un peu comme Sankara de faire quelque chose aux États-Unis. Quand on lit la biographie de Barack Obama, on s'aperçoit que ça a été quand même un être très préoccupé du social. Vous savez qu'il s'est beaucoup préoccupé du social. Donc c'était certainement un homme dans des dispositions qui étaient des dispositions positives, en quelque sorte.
Et quand il a été élu, moi j'ai eu un sursaut de satisfaction en disant, compte tenu de ce qu'il est, il va peut-être infléchir la politique américaine. Sauf que ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'un chef d'État ne fait pas ce qu'il veut. Il faut s'enlever de la tête selon lequel un chef d'État est libre de faire ce qu'il veut. Ça n'est pas vrai. Il y a de telles contraintes, de tels chantages, de telles pesanteurs. Et aujourd'hui, ce qui a le pouvoir, c'est le financier qui a le pouvoir. C'est lui qui détermine l'histoire aujourd'hui. Et les autres, et même tous les chefs d'État, font un peu ce qu'ils veulent. Par rapport à Sankara, malheureusement, moi je m'apprêtais à lui faire une proposition avec un plan court, moyen, long terme, quelle stratégie mettre en place pour petit à petit amener le pays tout entier à adopter l'agroécologie comme une politique nationale. Sauf que vous savez ce qui lui est arrivé, il a été assassiné. Et à partir de ce moment-là, moi je me suis trouvé déconcerté, décontenancé, je ne savais plus trop quoi faire. D'ailleurs, c'est le moment où j'ai quitté le Burkina Faso pour m'impliquer ailleurs. Donc, cette belle histoire, cette chose qui aurait pu être magnifique, elle s'est arrêtée là. Parce qu'après, ceux qui lui ont succédé n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit. Ils venaient donc de produire une espèce de coup d'État, et moi d'abord, dans un premier temps, mon élan a été coupé parce que Sankara, je trouve que c'est une âme et une conscience magnifique, j'avais envie, il me le demandait d'être proche de lui et de faire ce que je peux, et les successeurs m'ont vraiment pas inspiré du tout, donc du coup j'ai changé, je suis allé agir ailleurs. Voilà comment ça s'est terminé. Mais néanmoins, ce que nous avons engagé dans le pays se poursuit. Se poursuit parce que beaucoup d'associations Burkina se sont emparées de l'agroécologie et là, elles sont en train de la promouvoir. Et nous-mêmes, nous venons de créer un fonds de dotation, lequel fonds de dotation est destiné à collecter des moyens pour donner à l'agroécologie une dynamique beaucoup plus importante, puisqu'elle est réclamée, elle est reconnue comme étant la meilleure solution. Et donc, voilà où nous en sommes. Donc rien, Sankara, malheureusement, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais malheureusement, voilà l'histoire. Merci. On va prendre une dernière question, si je vous le dis. Pardon. Merci. Vous nous avez dit un mot de l'éducation et de l'éducation à la compétition qui occupe la plupart de nos écoles. Pourtant, on sait qu'il existe des alternatives. Moi, je fais partie du Printemps de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot des valeurs qu'on peut apporter et transmettre à nos enfants pour engendrer un changement à l'avenir? Évidemment, ça part évidemment de mon point de vue, bien entendu. Et ne prétend pas être la vérité. Je pense que l'enfant arrive au monde dans une espèce de réceptivité. Évidemment, il a comme chacun son hérédité, son milieu qui va influencer, mais en tout cas, il y a des critères fondamentaux qui sont universels. C'est que l'enfant, il arrive et il a des potentialités. Aujourd'hui, je trouve que ces potentialités sont inhibées par le fait que l'enfant et surtout, il est éduqué en quelque sorte selon des critères qui ne sont pas des critères qui l'enracinent objectivement à la réalité. Moi, l'école idéale serait une école dans laquelle, évidemment, on apprend les programmes conventionnels, mais il y aurait un jardin, connexion de l'enfant à la vie. Il y aurait un atelier, mais sans les outils mécaniques, développement de l'habileté manuelle, puisque les mains ont été, depuis les origines, celles qui ont permis à l'être humain de survivre. Si nous n'avions pas été habiles, il y a longtemps qu'on aurait disparu, parce qu'on ne faisait absolument pas le poids face à d'autres créatures beaucoup plus puissantes que nous. Donc l'humain, il était tellement dépendant qu'il était même obligé de prendre
la fourrure des animaux pour pouvoir s'abriter lui-même, tellement il était dans une forme d'insignifiance du point de vue de son... Il ne faisait pas le poids à côté de bien d'autres créatures. Donc c'est grâce à son cerveau évolué, à ses capacités d'innovation et de ses mains qu'il a réussi à survivre et répondre à ses nécessités. Aujourd'hui, tout travail manuel, les enfants sont beaucoup trop tôt devant des écrans. Ça, moi, je trouve ça terrifiant, parce que l'informatique est en train de se substituer au cerveau. On dit d'ailleurs mettre en mémoire, etc. C'est l'outil qui est merveilleux du point de vue de ses effets, mais attention, c'est un outil qui petit à petit est en train d'investir l'espace dédié au cerveau. Le cerveau est inhibé de plus en plus par ça. Vous avez entendu parler de cette expérience qui a été faite à Paris sur des chauffeurs de taxi. Un chauffeur de taxi qui, vous lui dites je vais à tel endroit, il met en route son train, il suit comment on appelle ça, les autres catégories de chauffeurs de taxi sont vigilants, regardent sur la carte, etc. Donc ils mettent en route, disons, leur cerveau. Et ils observent les rues, ces telles rues, etc. Et ensuite on a essayé de comprendre ce qui s'était passé entre les gens guidés constamment guidés par une machine et ceux qui étaient obligés et ceux qui avaient recours à leur cerveau pour essayer d'imaginer. Il y avait une perte de mémoire, il y avait tout un tas de dégradations parce que l'habitude de s'en remettre entièrement à une machine et de transférer, disons, les fonctions cérébrales à une machine ne sont pas sans conséquence. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, comment l'enfant peut-il s'équilibrer quand il est que dans un monde virtuel, dans un monde uniquement virtuel? L'autre jour, j'ai pris le TGV retour de Paris. Ça m'a frappé particulièrement. Le compartiment archi-comble, il y a silence. Tout le monde était. Il y a un garçon qui est venu. Donc, bonjour la communication. Donc mentalement, il s'était barricadé dans l'imaginaire et ils étaient hors du réel. Ces outils servent à la communication, mais détruisent la relation. Moi, je prétends qu'elles détruisent la relation. Moi, j'ai envie de voir mes amis, de les embrasser, de les toucher, pas rester uniquement dans communiquer. Et aujourd'hui, la fameuse communication qui répond à une strate de la réalité du monde d'aujourd'hui, qui est la strate pratique, bravo, on a des informations, etc. Mais attention au fait que petit à petit, on soit de plus en plus dépendant des outils que nous mettons, qui sont censés nous aider à vivre. Il n'est pas vrai que ces outils-là créent de la relation. Ils créent de la communication extrêmement perfectionnée. C'est absolument magique. Vous avez besoin de telle information, vous avez l'outil qui vous la donne. Mais il faut faire attention au fait que les fonctions cérébrales soient entièrement déléguées, sont en grande partie déléguées à ces outils qui aboutiront finalement à une atrophie des fonctions cérébrales. Alors je joue peut-être les prophètes, je suis toujours en train de jouer les prophètes de mauvais augure, et pourtant je le ressens comme une évidence que nos outils, qui sont censés nous faciliter la vie, sont en train de nous rendre dépendants de ces outils. Aujourd'hui, c'est la grande tendance générale. Et je trouve que c'est très très dangereux. Donc par rapport à l'éducation, il faut maintenant que les enfants travaillent de leurs mains, développent leur... Je ne suis pas du tout contre le fait qu'ils aillent vers des écrans, mais quand on voit des parents qui me disent l'enfant n'est jamais à table. Il s'arrange au moment où on doit se mettre à table, il s'arrange pour aller voir les copains à travers communiquer avec les copains à travers des machines. Donc la destruction d'une forme de convivialité déjà familiale. Et il n'y a rien de plus beau et de plus extraordinaire que quand la famille se met à table
C'est-à-dire qu'on entoure et on communique, et tous ces outils viennent perturber en quelque sorte, dans une grande confusion qui s'ajoute à d'autres confusions, sur lesquelles les outils facilitent la vie, bien sûr facilitent la vie. Mais en fait, ce que je prétends, moi, c'est ma thèse, on n'est pas obligé de l'adopter, c'est que nous sommes dans un monde, disons, frénétique. Nous avons créé la frénésie à partir du temps argent. Et on est tout le temps en retard, en avance, etc. Et le temps et l'accélération du temps a pris une telle envergure que des sportifs préfèrent faire éclater leurs poumons pour un dixième de seconde. Quand même être cinglé. Un dixième de seconde, je mets à l'épreuve la performance de mon corps, c'est-à-dire que je brime et je martyrise mon corps qui est un don magnifique, je le pousse à l'extrême parce qu'il faut que je gagne un dixième de seconde. Qu'est-ce qu'on va avec ça? Donc ce qui veut dire que là, on est dans un monde frénétique. Et les outils que nous inventons sont des outils destinés à nous faire supporter la frénésie. Et au lieu de remettre en question la frénésie, pourquoi vivons-nous comme ça, suractivés? Pourquoi ne pas organiser un monde dans lequel on fait les choses dans la détente, dans la simplicité, d'où la nécessité d'être dans son jardin, parce que le jardin, lui, vous remet dans la réalité temporelle. Et on est dans une temporalité qui est totalement artificialisée, suractivée, et avec la multiplication des stress. Évidemment, qu'est-ce que c'est que le stress? C'est un moment où on est dans un sort de décalage par rapport à ce qu'on doit faire, donc c'est déshumanisant, et il serait temps quand même de retrouver les rythmes réels. Et l'éducation doit participer, à mon avis, à préparer l'enfant à être dans une cadence juste, de façon à ce qu'il puisse s'accomplir lui-même à travers ce qu'il fait. Merci.